C'est l'heure du JT de l'écho avec Sylviane Bert. Bonjour Bonjour Sylviane. Hélène. Et on va bien sûr largement consacrer nos éditions aujourd'hui à la réunion de l'Eurogroupe à partir de 15h03 contre 17h habituellement. Réunion qui doit permettre de trouver un accord sur le deuxième plan de sauvetage pour la Grèce. Et si on a avancé l'agenda, c'est peut-être parce que les négociations vont être difficiles jusqu'au bout. Ouais, parmi les pistes étudiées pour ramener la dette à 120% du PIB contre 166% actuellement, la possibilité de réduire les taux d'intérêt sur les prêts accordés lors du premier plan de sauvetage de 2010. Le problème, c'est qu'ils ont déjà été réduits et cela rapportera peu. Les Européens veulent aussi tenir compte du coup de pouce que pourrait accorder la BCE en redistribuant aux États de la zone euro les plus-values, c'est-à-dire les bénéfices réalisés sur des obligations grecques achetées en dessous de leur valeur. Le plan d'aide pourrait également passer de 130 à 136 milliards d'euros, mais cette solution est loin de faire l'unanimité. Par ailleurs, les membres de l'Eurogroupe vont également discuter de la mise en place d'un compte sous séquestre pour le plan d'aide à la Grèce. Cela qui a été souligné ce matin par le ministre autrichien des Finances. Quant à la BCE, elle a échangé 50 milliards de dettes grecques contre de nouveaux titres, une opération qui est restée secrète. Ce geste est tactique. En se débarrassant de ses anciennes obligations, la BCE n'est plus un créancier comme les autres. En effet, les nouveaux titres obtenus ne seront pas traités comme ceux des investisseurs. Si la négociation avec les créanciers privés échoue, la Grèce pourrait tout à fait changer les règles du jeu, imposer une restructuration dure de sa dette, donc, qui prévoit un effacement de 50% de la valeur faciale de la dette. La BCE ayant de nouveaux titres, elle ne sera pas concernée par cette restructuration dure. Autrement dit, c'est un message d'avertissement envoyé aux investisseurs qui ne peuvent plus se cacher derrière la BCE. Ils ont intérêt à accepter l'échange de dettes volontaires, sinon ils risquent de perdre beaucoup plus que prévu. Quelle est l'humeur ce matin en Asie sur les marchés financiers? C'est du vert ce matin, Hélène, sur les marchés financiers. Les traders qui sont optimistes quant à un déblocage de l'aide à la Grèce. Voilà, le Hang Seng est stable. Mais il est rebaissé, mais il est stable. On suivra également aujourd'hui les cours de l'or noir après l'annonce par l'Iran de vendre du pétrole à la France et au Royaume-Uni. C'est une mesure symbolique avant tout. Ouais, en ciblant dimanche Paris et Londres, l'Iran s'en est pris aux deux capitales européennes à la pointe des sanctions contre Téhéran. Le pétrole iranien ne représentait pas une grosse partie du pétrole importé par la France et la Grande-Bretagne, 3 à 4% tout au plus. Mais les cours de l'or noir, eux, ne cessent de grimper. Christophe Dansette. La rumeur courait depuis plusieurs jours. Dimanche, dans un communiqué, le ministère iranien du pétrole la confirme. Les ventes de pétrole aux compagnies britanniques et françaises ont cessé. Pour ces deux pays, la décision iranienne ne devrait pas avoir d'impact important. La France a importé moins de 60 000 barils par jour d'Iran en 2011, à peine 3% de sa consommation. Quant à la Grande-Bretagne, elle a pratiquement déjà cessé ses achats. En réalité, la mesure vise à prendre les pays européens de court alors que les 27 s'apprêtent de toute manière à commencer un embargo sur le pétrole iranien à partir du 1er juillet pour sanctionner l'Iran au sujet de son programme nucléaire. Si Paris et Londres ne devraient donc pas être pénalisés, en Europe, l'Italie, l'Espagne ou surtout la Grèce sont eux beaucoup plus dépendants du pétrole iranien. Pour l'Iran, l'Europe représentait jusqu'ici environ 20% de ses exportations. L'essentiel du marché iranien est plutôt tourné vers l'Asie, un marché que Téhéran semble vouloir développer encore. L'Iran chercherait à vendre un demi-million de barils de plus par jour à la Chine et à l'Inde avant la mi-mars, soit près d'un quart de sa production. En cas d'échec, Téhéran pourrait être amené à stocker ses réserves ou à réduire sa production. Dans les deux cas, cela pourrait faire grimper encore les prix. Depuis un an, le baril n'a cessé de flamber. Il flirte actuellement avec les 120 $. Pour les consommateurs en Europe, cela signifie un prix de l'essence plus cher. Selon le PDG de Total, le litre de super à 2 € en France n'est plus qu'une question de temps. On va maintenant au Maroc. Depuis quelques jours, les mauvaises nouvelles sur le front macroéconomique se multiplient. La dernière en date est l'annonce d'un ralentissement de la croissance du royaume de 4,8% en 2011 à 4,1% en 2012. Le Maroc est à son tour touché par le ralentissement de l'économie mondiale. L'autre mauvaise nouvelle est liée au printemps arabe, avec 6,1% du PIB en 2011 contre un objectif de 3,5%.
le Maroc vient d'afficher un déficit budgétaire record. Les dépenses engagées pour contenir le mécontentement social ont pesé lourdement sur les finances publiques. Et puis il y a des incertitudes. Si les cours du pétrole s'envolent au-delà des $150 le baril et si les taux d'intérêt sur le marché international grimpent à près de 6%, eh bien cela pourrait menacer l'attractivité du Maroc au niveau du marché international de capitaux. Il faudra donc que le Premier ministre marocain soit vigilant s'il veut concrétiser ses promesses, c'est-à-dire taux de croissance à 5,5% sur 5 ans et taux de chômage à 8%. Et il est actuellement à 8,9% de la population. On s'intéresse maintenant au secteur de l'énergie. Le PDG de Veolia Environnement, Don Frérot, est sur un siège éjectable. Il pourrait être remplacé prochainement par l'ancien ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo. Oui, c'est Henri Proglio, le PDG d'EDF, mais resté administrateur de Veolia, qui est à la manœuvre. Il est épaulé par Alain Minc, un des proches conseillers du président Nicolas Sarkozy. Plusieurs administrateurs demandent la tête du PDG de Veolia. En cause, la stratégie et les résultats désastreux du groupe. L'entreprise présente une baisse de rentabilité, une dette de 15 milliards d'euros à la fin septembre et a affiché l'an dernier l'une des pires performances du CAC 40 avec une perte de près de 60% de la valeur de son action. Selon le magazine Challenge, le groupe pourrait afficher également une perte de 200 millions d'euros au cours de l'exercice 2011. Des noms circulent déjà pour remplacer Antoine Frérot et notamment Jean-Louis Borloo, vous l'avez dit, l'ex-ministre de l'écologie, mais aussi Augustin de Romanet, le patron de la Caisse des dépôts, et Daniel Bouton, qui est l'ex-patron de la Société Générale. On va maintenant au Royaume-Uni. News Corp, l'empire médiatique de Rupert Murdoch, elle veut faire oublier le scandale des écoutes téléphoniques. Il lance The Sun of Sunday. Ouais, l'édition dominicale du Sun remplacera à partir du 26 février le News of the World, accusé d'écoute téléphonique illégale de quelques 800 personnes dans sa chasse au scoop, est fermé en juillet dernier. Mais le Sun est lui aussi dans la tourmente, puisque plusieurs de ses journalistes ont été arrêtés pour corruption après avoir donné des pots de vin à des policiers. Rupert Murdoch a réintégré les journalistes en évoquant la présomption d'innocence. Le Sun est le journal le plus lu du Royaume-Uni avec 2,5 millions d'exemplaires. Il est en partie à l'origine de la fortune de l'empire Murdoch qui pèse 44 milliards de dollars. On termine avec une info assez étonnante. Le premier hamburger créé à partir de cellules souches devrait être prêt cet automne. Mais vous qui n'avez peut-être pas encore mangé votre petit déjeuner, eh bien écoutez, au liqueur. On parle évidemment de la viande de bœuf du hamburger. Cette avancée technologique pourrait potentiellement bouleverser l'élevage, l'alimentation mondiale et bénéficier à l'environnement. Mais pour l'instant, le hamburger revient cher. Le coût de production, c'est 250 000 euros. Ce projet a été financé par un riche donateur qui souhaite voir diminuer le nombre d'animaux de ferme abattus pour leur viande et réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'élevage. Il faut dire que la production de viande devrait doubler d'ici 2050 pour répondre à la demande et mobilise déjà 70% de nos terres agricoles et y contribue également au réchauffement climatique. Merci beaucoup Céliane, c'était le Bon JT de appétit. l'Écho. Bon appétit, tout à fait. Restez avec nous, Paris Direct continue.